et donc vous partagez quelques trucs. Alors ça va être le moment un peu théorique de la conférence. Je vous demande un peu d'indulgence, je ne suis pas un grand théoricien. Mais déjà, est-ce qu'il y a des racistes dans la salle? Non? Personne? On est tous un petit peu, tu dis? Non, alors, j'ai eu des... Bonjour Cathy. J'ai eu des angevins, j'ai eu des juifs, des mathématiciens, mais alors des racistes, jamais. D'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a pas de racistes. Enfin, en général, personne ne dit « je suis raciste ». Il y a des gens qui disent « je ne suis pas raciste, mais… » Bon, ça arrive. Mais des racistes, jamais. Même le Front National, Marine Le Pen, régulièrement dans les médias, explique voilà, nous avons une tribune pour dire que nous ne sommes pas un parti raciste, je ne suis pas raciste. Mais c'est quoi le racisme, en fait? Il y a plusieurs définitions du racisme. La première définition du racisme, que peut-être utilisent certains quand ils disent « je ne suis pas raciste », c'est cette théorie scientifique qui s'est développée au 18e... bonjour, bienvenue. Qui s'est développée au 18e, 19e siècle, la théorie des races, et qui essayait d'expliquer donc qu'on pouvait lire dans la biologie humaine, dans l'anatomie, des différences entre les races. Il y avait tout de suite l'idée de supériorité entre les races, et tout de suite une idée de justifier quelque chose. Cette théorie a été construite pour justifier le massacre et l'esclavage des Amérindiens et des Noirs. Et donc, il y avait cette idée-là, mais c'était une théorie scientifique, et à l'époque, dire « je suis raciste » n'était pas subversif. Dire à l'époque « je suis raciste », c'était dire « je crois en la théorie des races ». Mais depuis que les scientifiques, et depuis que l'histoire a démontré que la notion de race, au sens biologique du terme, n'avait pas de sens, c'est une autre définition qui est venue prendre le pas. C'est assez rare que les gens osent dire « je ne suis pas raciste » au sens de « je ne crois pas en la hiérarchie des races ». Ça arrive que des gens disent ça, mais c'est assez rare parce que même s'il n'y a pas de race, les gens voient bien qu'il y a du racisme, qu'il y a des insultes, de la discrimination. Donc il y a une deuxième définition qui est venue prendre le pas, et c'est souvent cette deuxième définition qui est utilisée par les gens quand ils disent « je ne suis pas raciste ». Et alors cette définition, ça serait, le racisme serait une espèce de haine inconditionnelle, irrationnelle, de tous les gens qui portent un stigmate. Un raciste serait quelqu'un qui déteste tous les Noirs, tous les Arabes, tous les musulmans, tous les Roms, et voilà, qui en aurait une haine viscérale. Et donc les gens disent « je ne suis pas raciste puisque je ne déteste pas tous les musulmans ». Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu « je ne suis pas raciste, j'ai un pote arabe ». Ah oui, si j'ai un pote arabe, c'est que je ne déteste pas tous les Arabes. Ou Nadine Morano, je ne suis pas raciste, j'aime le couscous. Bon. Donc le racisme est vu essentiellement comme une histoire de préjugés. C'est un truc qui se passe dans la tête, le racisme, et donc il faudrait... c'est mal d'ailleurs d'être raciste, et puis on l'aurait dans la tête. Et puis ça serait cette haine inconditionnelle et irrationnelle. Et alors moi je vais vous proposer une autre définition, et qui se base sur l'idée de mécanique raciste. Vous me dites si c'est pas lisible, j'essaye d'écrire gros. Ça va? Et donc, j'aimerais défendre ici l'idée que le racisme, c'est pas d'abord dans la tête, c'est d'abord dans les faits. Le racisme, c'est d'abord un système social discriminant, inégalitaire, qui fait que la société est organisée de telle sorte que, en fonction de sa couleur de peau, de ses origines migratoires, de ses habitudes culturelles ou religieuses, on va avoir moins le droit de prendre la parole en public, moins le droit aux places de pouvoir, moins le droit aux postes à responsabilité dans les entreprises, moins le droit à la sécurité, à ne pas avoir de contrôle aux faciès et de contrôle de police violent, à se faire tuer, à se faire tabasser, etc., etc. Donc c'est d'abord ça. Le racisme, c'est d'abord des discriminations. C'est d'abord des discriminations dans les actes. Et ensuite, la mécanique raciste, les discriminations. La mécanique raciste, c'est la logique de pensée qui nous amène à justifier ces discriminations, à les accepter, à les rendre tolérables, à faire qu'on ne s'insurge pas, qu'on ne se révolte pas, qu'on n'arrête pas de bosser, qu'on ne se mette pas en grève de la faim à chaque fois qu'on voit une discrimination et qu'on finisse par se dire finalement, bon, c'est pas
Pas si grave si à l'Assemblée ils sont tous blancs, si la plupart sont des hommes, s'ils sont tous de classe supérieure, etc. etc. C'est pas si grave si on n'entend jamais des Arabes, des Noirs, des femmes dans les médias. Oui, parce que je parle de mécanique raciste, mais c'est le même genre de mécanique qui nous amène à justifier les discriminations sexistes, le fait que les femmes à diplôme égal et à emploi égal soient payées 20 à 30% de moins que les hommes, les discriminations homophobes, etc. Et probablement, comme me l'a appris Ossine, les discriminations audistes, discrimination à l'encontre des personnes sourdes, c'est des mécaniques qui nous amènent à les justifier. Et alors, on va voir comment fonctionne la mécanique raciste dans la justification de ces discriminations. Alors, la première étape de la mécanique raciste, c'est l'idée de, le terme un peu pompeux, je vais l'écrire quand même, mais bon, c'est essentialiser. Autrement dit, stigmatiser. Réduire une personne à une seule identité. C'est ce que j'ai vécu, moi, le 15 février 2004. Alors que je suis plein de choses, tout d'un coup, les gens ils me regardaient plus que comme une seule chose. C'est absolument terrible de vivre ça. Moi, ça m'est arrivé 1 heure dans ma vie, mais il y a des gens pour qui c'est en permanence. Enfin, il y a un ami noir qui me disait, quand je prends la parole dans un débat autour des questions liées au rapport de domination ou quoi, les gens ils me voient comme le noir, enfin celui qui prend la parole au nom des noirs, enfin comme si j'étais un noir, et juste un noir. Plein de gens ont vécu ça, plein de blancs ont vécu ça quand ils vont en Afrique noire pour la première fois. Il y a le toubab, le blanc, etc. T'es là, je dis arrête, je suis pas blanc, je suis normal, ça va. Bon, eh ben, y a des gens qui vivent ça en permanence. Et puisque je parlais de la question du voile, les femmes voilées particulièrement. Dès qu'une femme voilée prend la parole, on dirait qu'elle prend la parole au nom de l'islam et de toutes les femmes voilées. Enfin. Être essentialisé réduit à une seule identité. La deuxième étape de la mécanique raciste, c'est l'idée de homogénéiser. C'est-à-dire, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de différence, c'est le passage au pluriel. Les Arabes, les Noirs, les homosexuels. Bon, voilà, il n'y a plus de différence de classe, de culture, de passion, individuelle. Non, on va les regarder en général. Les médias font beaucoup ça. Les jeunes, les jeunes de quartier, les quartiers. Bon, enfin bref, il y en aurait beaucoup. L'idée donc que, voilà, ils sont tous pareils. La troisième étape de la mécanique raciste, c'est altériser. C'est de dire, ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous. Ils sont pas comme nous, c'est... vous savez, par exemple, dans les années 80, il y a eu un mouvement antiraciste fort qui s'appelait la Marche pour l'égalité. Leur revendication, c'était égalité, égalité des droits. On veut participer aux droits communs, on veut être tous égaux, tous ensemble. Cette marche a été rebaptisée la Marche des beurs. Et puis, pour contrer la Marche des beurs, le Parti socialiste a créé une organisation, SOS Racisme, et le slogan de cette organisation, c'était « Touche pas à mon pote ». On est passé de « Nous voulons tous être égaux, marche pour l'égalité » à « Touche pas à mon pote ». Mon pote. Mon pote, c'est l'autre. C'est l'autre. Il faut accepter l'autre. Voilà le slogan de SOS Racisme. Il faut accepter la différence. Tolérer la différence. Elle fait chier, mais enfin, il faut la tolérer. La différence. Je suis prof de maths. On va faire un petit cours de maths. C'était déjà chiant, là, ça va devenir carrément comment. Petit cours de maths, on y va. Soit deux éléments, A et B. Supposons que A est différent de B, alors B est différent de A. C'était pourtant pas compliqué. Oui, mais la différence, c'est l'autre, c'est pas moi. Enfin, il faut accepter la différence. Il faut accepter l'autre. Il y a Christine Delphi, une sociologue féministe que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Classer, dominer, qui sont les autres ?»
et qui dit, quand on nous dit « il faut accepter l'autre », déjà qui c'est qui parle? Ben, c'est pas l'autre qui parle. Parce que si l'autre parlait, il dirait « il faut m'accepter hein, ». Voilà. Donc c'est pas ça qui se passe. Donc c'est pas l'autre. Donc il y a quelqu'un qui fait partie de nous. Voilà. Donc on va l'appeler l'un. Hein. Il y a l'un et l'autre. Et donc l'un, qui fait partie de nous, nous dit à nous, avec un petit clin d'œil de connivence, il faut que nous acceptions l'autre. L'autre, dans cette histoire, c'est celui qui ne parle pas. C'est celui qui est parlé. C'est celui qui est objet du discours et pas sujet. C'est celui qui est parlé. D'ailleurs, l'autre, il ne parle pas. Dans les médias, l'autre, je ne sais pas combien il y a de noirs, d'arabes, de musulmans, de femmes voilées qui sont porte-parole de l'organisation, qu'on entend régulièrement dans les médias, dans les chroniqueurs, dans les journalistes. Combien de femmes voilées on a entendu dans le débat sur le voile à l'école? Donc l'autre, c'est celui qui ne parle pas. C'est celui à qui on peut donner un nom. On peut l'appeler indigène, puis travailleur immigré, après issu de l'immigration, après issu de la diversité, voilà, communautariste, enfin bref, on peut lui donner tous les noms qu'on veut. Par contre, l'autre, il ne peut pas nous donner un nom à nous. Ah ben non. Ça, c'est du racisme anti-blanc. Ah oui. Il y en a une qui a essayé, c'est Ouria Boutelja, porte-parole du Parti des indigènes de la République. Elle a dit nous qui sommes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants d'Algériens, mais nous sommes français depuis plusieurs générations, vous continuez à nous appeler des Algériens. Bon, ben, vous, là, les Français de souche, comme vous dites, je ne sais pas trop ce que c'est cette souche, mais enfin bon, les Français de souche, on va vous appeler des souchiens. Bon. Finkielkraut à France Culture, un intellectuel, je le dis pour lui laisser le temps de traduire Finkielkraut, je lui avais dit que j'écrirais, mais je ne sais pas comment ça s'écrit. Finkielkraut sur France Culture qui dit « J'entends très très bien le trait d'union qu'il y a entre sous et chien dans sous-chien ». Bon. Elle a été attaquée pour... je peux l'écrire. Sous-chien. Sous-chien, de français de souche. Qu'est-ce que je disais? Je disais elle a été attaquée pour racisme anti-blanc, heureusement elle a été acquittée. Donc ils ne peuvent pas nous donner un nom à nous, ils ne peuvent pas non plus donner un nom à eux-mêmes. Quand ils essayent de le faire, on les traite de communautaristes. Donc la troisième étape de la mécanique raciste, donc on commence par essentialiser, regarder la personne à travers une seule identité, puis homogénéiser, ils sont tous pareils, bon pas tout à fait, hein. Il y a les musulmans radicaux, les musulmans modérés, mais enfin bon quand même l'islam, en gros. Altériser, ils ne sont pas comme nous. Quatrième étape, c'est péjorer. Nous valons mieux qu'eux, ils valent moins bien que nous. Hein, ouais, enfin, c'est vrai, je veux dire, c'est... moi, j'ai rien contre les homosexuels. Hein, mais pour les enfants, quand même. Non, c'est vrai, ça... Ils ne peuvent pas vraiment élever des enfants sans que ça crée des traumatismes. Et puis, c'est dangereux pour les fondements de notre civilisation. Donc, il y a toujours ce double élément dans la péjoration de... Ils ne sont pas capables, ils sont un peu débiles, enfin ils ne peuvent pas. Pour les étrangers, par exemple, le droit de vote des étrangers aux élections, on va nous expliquer qu'ils ne sont pas capables de voter dans une logique démocratique, ils vont voter dans une logique communautaire, ça va faire des ghettos et tout. Ils ne sont pas capables. Et puis c'est dangereux. Si on se met à faire ça, c'est dangereux pour les fondements de notre République, on va avoir des villes islamisées, etc. Donc il y a toujours cette double dimension, parfois même dans une seule et même personne. Ça a été le cas des femmes voilées. On a expliqué qu'elles n'étaient pas capables, elles ne sont pas capables de résister à leurs hommes, elles sont forcément soumises, elles ne peuvent pas l'avoir choisi, et en même temps elles sont dangereuses pour la laïcité, pour le féminisme, etc. Donc il y a toujours cette double idée. Et donc une fois qu'on les regarde à travers une seule identité, ils sont tous pareils, ils ne sont pas comme nous, et nous valons mieux qu'eux. Bon, vous avez vu, ça tourne. Hein. L'étape 0, c'est... ouais, en fait c'est pas vraiment une discrimination, enfin... Ça le justifie, en tout cas même, des fois ça la nie ou ça l'invisibilise. Il y a Christine Boutin, pardon pour les références. Christine Boutin, à propos du mariage pour tous, elle avait dit à propos des homosexuels, non, les homosexuels ne sont pas discriminés. Ils ne sont pas discriminés, puisque les homosexuels, comme les hétérosexuels, ont le droit de se marier. Simplement, comme les hétérosexuels, ils doivent se marier avec quelqu'un de l'autre sexe. Voilà.
Très bien, très bien. Voilà, donc nier la discrimination. Mais le truc, c'est que ce discours de Christine Boutin, en fait, c'était le même genre de discours que moi ou mes amis, on avait pu tenir au moment de la loi sur le voile à l'école. Parce qu'on disait, mais non, les filles voilées ne sont pas discriminées. Elles ont le droit d'aller à l'école, elles ont le droit de travailler. Simplement, il faut qu'elles retirent leur voile. Et en fait, je vois bien que ça fait moins rire. En fait, c'est ce discours-là qui nous amène, je vais y revenir dans le reste de la conférence, et je sais que c'est polémique, et je vais revenir sur pourquoi j'ai choisi ça, mais qui nous amène à ne même pas voir, à ne même pas constater que quand on est une femme voilée en France, le seul boulot qui nous est autorisé, c'est femme de ménage, et encore pas dans toutes les entreprises, même quand on est diplômé à Bac+8. De ne pas voir qu'en France, les femmes voilées n'ont même plus le droit d'aller à l'école et de partager des savoirs avec les gens. Bientôt, peut-être même, elles n'auront plus le droit d'aller à l'université. Elles n'ont peut-être plus le droit d'accompagner leurs gamins dans les sorties scolaires. De se rendre compte le niveau de discrimination, parce qu'il y a tout un tas de discours qui nous amènent à ne même pas voir que c'est une discrimination de fait. Certaines femmes n'ont même pas le droit de se balader dans la rue, pour celles qui portent le niqab. Et donc je vais revenir sur tous ces trucs-là, hein, j'en termine pas là, mais qu'on se rende compte déjà qu'il y a des discriminations qu'on ne voit même pas. Ok. Ça va? Ouais. Passage de relais. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler dans... Tu peux baisser... Martin, t'es en régie? Tu peux baisser un tout petit peu le public, peut-être? Je sais pas si c'est désagréable pour vous. Non, ça allait? Bon. On va parler de ça. On va essayer de creuser ces trucs-là. Il y aura un moment de discussion entre nous au milieu de la conférence, et puis après je reprendrai en mode conférence. Il y aura surtout l'atelier après où vous pourrez parler beaucoup plus. On va en parler, et comme vous l'avez compris, l'angle d'attaque que je vais prendre, le point d'entrée que je vais prendre, c'est ce racisme un peu nouveau, baptisé islamophobie, et qui va être mon point d'entrée dans la mécanique raciste. Et le choix de ça, c'est que, en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement le 15 février 2004, et depuis, c'est quelque chose qui me touche pour avoir milité aux côtés de femmes qui portent le voile notamment. Et puisque je suis là pour vous parler de moi, je vous parle de ça. La deuxième raison, c'est que je pense que c'est un racisme qui est particulièrement fort en ce moment, particulièrement important, particulièrement dangereux. La troisième raison, c'est que c'est un racisme ou c'est une question qui est polémique à gauche, ou sur laquelle on n'est pas d'accord souvent. Et donc je pense que dans la salle, on n'est pas forcément d'accord sur cette question-là, parce que toutes les organisations de gauche, tous les syndicats ont été traversés de contradictions, de débats, se sont entre-déchirés, et que je me dis que, voilà, autant ne pas aller dans les trucs consensuels. La dernière raison, c'est que je pense que ce racisme-là, c'est celui qui vient parachever une dynamique qu'il y a eu dans le racisme. On est passé d'un racisme de type biologique, qui disait que les Noirs n'avaient pas d'âme et qu'on pouvait les esclavagiser parce que ce n'étaient pas vraiment des êtres humains. Quand ce truc-là a été balayé, on est allé vers un racisme de nature culturelle. Et on a expliqué que notre civilisation est supérieure à la leur. Notre culture, une culture qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes, est supérieure à une culture qui pratique l'excision. Voilà. Donc on nous a amené à penser le racisme en termes culturels, et l'islamophobie vient achever ce truc-là. Ça n'est plus que l'angle culturel, puisqu'on regarde essentiellement la question de la religion, c'est-à-dire des pratiques culturelles, et plus du tout ça. Et que je pense que ce truc-là est extrêmement dangereux, parce qu'il est difficile à déconstruire, et parce qu'on nous dit que si on ne veut pas penser en ces termes-là, si on ne veut pas affirmer qu'une société qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes est supérieure à une société qui pratique l'excision, eh bien c'est qu'on est obligé de penser en ces termes-là, c'est-à-dire ce qu'ils appellent relativisme culturel, pardon pour... relativisme culturel. L'idée du relativisme culturel, c'est l'idée de chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez l'idée que nous avons bien le droit de pratiquer l'égalité entre les hommes et les femmes, ils ont bien le droit de pratiquer l'excision, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Et je vois bien que ça ne me va pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas porter des jugements politiques sur les choses, mais ça ne me va pas non plus. Et du coup, je pense qu'on est enfermé dans ce truc-là, et donc j'y reviendrai. Une petite note, est-ce que j'oublie rien? J'oublie rien.